Alors il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre. Mais avant de vous en parler, je voudrais vous expliquer un peu comment je suis tombé sur ce livre. Déjà, il faut savoir que je lis vraiment tous vos commentaires. Et là, je suis tombé sur ce commentaire sous ma vidéo sur le rap. Excellent. D'un certain Quentin Rouchet. Alors oui, c'est tout, cherchez pas, il y a vraiment qu'un seul mot. Alors moi, voilà, ça me flatte, donc je clique. Parce qu'en fait, je suis un vrai malade, hein. Je clique quasiment toujours sur vos pseudos quand vous laissez des commentaires pour voir un peu qui vous êtes. Bon, globalement, vous êtes des fachos. Et c'est pour ça que vous êtes là. Et ça tombe bien parce qu'il se trouve que Quentin Rouchet aussi est un facho. Mais c'est pas juste un facho, c'est aussi un artiste. Et en cliquant sur son nom, sur ce commentaire, j'ai vu qu'il avait 550 abonnés et qu'il proposait sur sa chaîne des lives dans lesquels il dessinait en écoutant de la Cold Wave russe pendant 11 heures, mais aussi qu'il écrivait et qu'il dessinait. Donc je suis allé sur son site Hiver Nucléaire. Là-dessus, je découvre qu'il est né en 2005, qu'il a grandi en foyer, et je passe par la galerie photo où une partie de son adolescence est comme documentée. Et malgré leur aspect franchement crade, j'ai trouvé qu'il se dégageait une certaine nostalgie de ces photos. C'est aussi à ce moment-là que j'ai vu qu'il avait écrit un roman. K est l'aventure. Là-dessus, j'ai cherché à en savoir plus sur lui. Alors j'ai rejoint son Telegram, et je me suis dit que moi aussi d'ailleurs je devrais me faire un compte Telegram. Enfin bref, là-bas je suis tombé sur cette capture d'écran d'une conversation qu'il a eue avec un gauchiste déçu. J'ai compris récemment que Raphaël Zacharie de Izara était plutôt du genre conservateur, réac bien gratiné, je n'avais pas fait attention, et maintenant je vois qu'on parle de toi dans Causeur. Est-ce que tu as des affinités avec les idéologies d'extrême droite? Un islamo-gauchiste comme moi ne peut pas laisser passer ça, tu comprends? Je ne suis pas conservateur, je suis nazi. Alors ça m'a fait marrer, et puis j'ai cherché des entretiens qu'il aurait pu faire pour en apprendre un peu plus sur lui. Pas grand-chose, une interview chez Causeur et une autre sur la chaîne de Jonathan Sturel, chaîne que je vous conseille d'ailleurs parce qu'il y a quelques vidéos très intéressantes dessus. Sur son site, donc, Hiver Nucléaire, j'ai aussi vu qu'il faisait des courts-métrages complètement déglingués avec Jean-Louis Coste et Raphaël Zacharie de Izara. Alors si vous connaissez pas Jean-Louis Coste, c'est ça. Où sont partis les nazis? Papa, dis-moi. Où sont partis les nazis? Papa, dis-moi. Et Raphaël Zacharie de Izara, c'est ça. Ma vie d'araignée commence chaque matin dans les brumes de ma conscience imparfaite. Dès que le jour paraît, je m'éveille et vis pour vivre, sans autre raison. Ok, donc là normalement vous vous demandez ce que vous venez de voir. Et surtout vous vous demandez où est-ce que je veux vous emmener avec tout ça. Et pour le comprendre, il va falloir que je vous parle un peu plus en détail de ces deux-là. Alors vous connaissez peut-être Raphaël Zacharie de Izara parce qu'il a eu son heure de gloire il y a quelques années en jouant les trolls et aussi parce que Teddy Boy passait assez régulièrement ses vidéos dans ses lives. Alors moi ce que j'ai remarqué pour aller dans le vif, y a les gens qui t'aiment bien et qui aiment ton travail et ceux qui sont complètement indifférents, qui se disent juste que tu es un espèce de zouave qui navigue, une espèce de demi-clochard. Je pense que tu laisses soit indifférent, soit en extase. Hein. C'est rare que les gens te détestent. Et Jean-Louis Coste, si vous le connaissez pas, en gros c'est ça. Jean-Louis Coste, bonsoir. Vous êtes né à Paris en 1954. Parallèlement à des études d'architecture, vous jouez dans des groupes de rock. Vous voyagez en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie. En 1986, la musique devient votre activité principale. Et vous cessez de jouer avec des groupes pour créer seul des chansons aux paroles très crues. Vous faites sur scène des comédies musicales trash, des opéras porno, des disques, des films. Vous avez de nombreux procès. Vous écrivez dans des revues comme Hermaphrodite, Cancer, Bordel. Et donc, ces trois-là, Jean-Louis Coste, Raphaël Zacharie de Izara et Quentin Rouchet, s'ils semblent si proches, eh bah c'est pas pour rien. Déjà, ils se connaissent parce qu'ils ont participé à pas mal de projets ensemble et surtout, ils ont en commun cette particularité qui va vraiment être le truc qui va nous intéresser ici, c'est qu'ils s'expriment tous les trois à travers une esthétique très sale, très provoque, très postmoderne, très punk ou, en d'autres termes, très gauchiste. Mais contrairement aux gauchistes pour lesquels cette esthétique est vraiment courante, parce que créer un art repoussant qui se veut provocateur, c'est presque devenu la norme, eux défendent une vision du monde assez conservatrice, voire carrément réactionnaire. Et ça, personnellement, c'est quelque chose qui m'a pas mal intrigué, parce que c'est vraiment un grand paradoxe. Est-ce qu'on peut défendre des idées conservatrices qui vont donc souvent de pair avec un certain sens moral, des valeurs, une certaine bienséance, et aussi et surtout une grande importance accordée à la beauté,
à la beauté classique souvent, et donc à un certain rejet de la modernité et surtout de la postmodernité. Ou en clair, pour éviter de faire de longues phrases d'universitaire, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ces artistes à la fois postmodernes et réac? Parce que, qu'on se comprenne bien, à première vue, il y a quelque chose qui marche pas dans cette histoire. Ceux qui pourraient être sensibles à leur message conservateur vont forcément rejeter la forme, et ceux qui seraient attirés par la forme, donc typiquement des bobos gauchistes, ont quand même de grandes chances de rejeter le fond. Bref, qui peut s'intéresser à cet art underground de droite? Et surtout, est-ce que ce rapport à l'esthétique sale est une contradiction avec le message conservateur? Ou bien est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui peut faire sens? Eh ben, en lisant le livre de Quentin Rouchet, K et l'aventure, j'ai trouvé toutes les réponses à ces questions. Et maintenant, je vais tout vous expliquer. En fait, j'ai vécu quasiment toutes les scènes de mon livre, mais simplement, je leur fais prendre des proportions démesurées. Par exemple, il y a la scène du clochard qui vomit dans le bus, alors tout disparaît sous des flots de vomi, les personnages se battent comme s'ils étaient dans un radeau en train de faire naufrage. Mais en vrai, bon, c'était juste un clochard qui dégueulait dans le bus, c'était pas si impressionnant que ça. Je vais donc vous parler un peu plus en détail du roman de Quentin Rouchet, K est l'aventure. Et sans rien dévoiler d'essentiel en ce qui concerne l'histoire, au cas où vous voudriez le lire vous aussi. On suit donc l'histoire d'un personnage qui s'appelle le peintre, un peintre qui sait que son art n'a aucune valeur dans le monde actuel parce qu'il accorde trop d'importance au beau. Et donc, il s'oppose forcément à l'art que Rouchet appelle l'art post-bourgeois, c'est-à-dire l'art contemporain, ou plus précisément à l'art postmoderne. Et on se rend vite compte que le thème principal du roman, c'est bien ça, c'est l'art. Le peintre est donc un personnage sans passé ni racines, qui ne se sent pas du tout à l'aise dans son époque, pour ne pas dire qu'il est en fait carrément dépressif. Mais parfois lui apparaît Carel, une jeune femme très belle, mi-rêve, mi-souvenir, et qui n'existe en fait que dans sa tête. C'est son échappatoire à la laideur ambiante. Pour lui, le monde se divise en deux. Le réel, ou l'anti-beauté comme il l'appelle, et Carel, le monde fantasmé, le monde de la beauté donc. Et s'il tente régulièrement de la peindre, cette fameuse Carel, il finit toujours par échouer. Alors on ne sait pas tellement quel âge il a, on a des indications floues et poétiques comme l'âge de se voir vieillir ou il gagnait en âge et l'importance de vivre s'amenuisait. Et son autre obsession à notre peintre, l'autre truc qui lui trotte dans la tête en permanence, c'est la possibilité d'une guerre civile, qu'il craint d'un côté, mais qui est aussi pour lui une source d'espoir malsain. Je cite: « La guerre totale, ce sera quand le nihilisme intégral deviendra pulsion de bousier, seul remède à l'euthanasie canapé et grande surface. Ce sera le retour de l'homme animal sous sa pire allure, l'extermination de tout ce qui ne craint rien, car l'homme nouveau est l'homme dernier. » Et puis, il va aussi rencontrer d'autres personnages, comme Platon, un clochard, dealer et drogué qui a le pouvoir de voir la couleur de l'âme des gens. Ou alors, il est juste complètement fou. Mais aussi et surtout, il va retrouver un certain E, un vieil ami du peintre devenu une personnalité internationalement connue, mi-artiste, mi-terroriste. En fait, les actions terroristes de E sont considérées par certains comme des performances artistiques. C'est un peu un Banksy terroriste. Et c'est son projet artistico-terroriste qui va vraiment créer tout le suspense de l'histoire. Et c'est ça qui est vraiment au cœur de l'intrigue. Et donc, je vous en dirai pas plus ici. Le livre est aussi plein de scènes assez marquantes comme l'ascension d'une tour HLM pour récupérer l'argent que des drogués miséreux doivent à Platon, ou bien le voyage en bus qui finit inondé de vomi et au cours duquel le peintre va rencontrer une ancienne star de télé-réalité devenue célèbre pour avoir assassiné son mari, une scène qui permet à Rouchet de décrire l'absurdité de notre monde postmoderne et cosmopolite. Il y a aussi l'exposition d'art où les artistes doivent surenchérir dans la provocation jusqu'à ce que la foule finisse par faire des saluts de petits moustachus allemands, et je reviendrai plus en détail sur cette scène-là. Et le roman finit sur un énorme cliffhanger parce que ce livre n'est en fait que la première partie d'une série. Alors on ne sait pas combien il y aura de volumes, 2, 3 ou 4. En tout cas, même pris indépendamment, ça reste une lecture intéressante que je vous conseille. Pour vous parler rapidement de la forme, le livre fait 270 pages, dont une soixantaine de pages d'illustrations. D'ailleurs, les illustrations que vous avez pu voir au cours de la vidéo sont toutes issues du livre et elles ont pour fonction soit de renforcer les descriptions, en imposant donc la vision de l'auteur, ou bien, et ça c'est beaucoup plus fin, de remplacer la description.
parmi les illustrations, vous pourrez en voir certaines avec énormément de petits points. Donc il faut savoir que tout ça est fait à la main. Mais des fois, il y a certaines planches, bon, je vais les mettre à l'écran là, pendant qu'on parle, qui sont composées en grande partie de petits points. Alors, je vais dire des centaines, mais ce sont fait des milliers de petits points. Et chaque petit point est fait point par Quentin Rouchet. Ça peut lui prendre des heures et des heures et des heures. Bon, maintenant qu'on sait vraiment de quoi on parle, on va pouvoir vraiment rentrer dans le vif du sujet. Alors, comme je vous l'ai dit, le thème principal du roman, c'est vraiment l'art. D'ailleurs, de nombreuses pages sont consacrées à la dénonciation du milieu de l'art contemporain, qui est, selon Rouchet, ni plus ni moins qu'une arnaque. Pour lui, c'est vraiment l'idée de faire semblant de produire du sens dans un monde qui n'en a déjà plus beaucoup. Et puis, il y a une scène dans le livre sur laquelle on va revenir un peu plus en détail. Le peintre et Platon commencent à prendre des objets comme des marteaux, des couteaux, des seringues et les trempent dans un pot de peinture dans l'idée d'aller les exposer. Le peintre explique à Platon, un peu naïf, que l'art contemporain n'est qu'une arnaque et que le plus important, ce n'est pas l'objet, mais le discours. Et rapidement va s'engager une course à la subversion. Et ces objets de la vie quotidienne qu'il peignait en rose ne suffisent plus. Alors ils vont commencer à repeindre des livres du petit moustachu allemand, des casques de la Seconde Guerre mondiale, des svatiskas, enfin vous voyez l'idée. Alors, il faut bien comprendre que l'art postmoderne, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est issu du traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, et que la beauté classique a fini par être associée aux heures les plus sombres, et ce qui en a découlé, c'est finalement un dégoût pour la beauté. Il fallait donc défier la beauté, et ainsi ne comptait plus que la subversion. Et finalement, la subversion a fini par devenir la norme, et quasiment un critère essentiel pour qu'une œuvre puisse être considérée comme de l'art. Et donc, pour pouvoir continuer à surenchérir dans la subversion, il n'y avait plus qu'une seule solution, faire référence au tabou ultime, à savoir le bruit des bottes, le moustachu, les heures les plus sombres, l'odeur du gaz, le nauséabond, bref, vous voyez, le genre de mot qui fait sauter la monétisation. Mais ça s'arrête pas là. À côté de là où ils exposent, un autre artiste présente une installation performance dans laquelle, je cite, « 3 femmes noires, quasiment nues, si ce n'est un bikini au motif banane, sont transformées en meubles. Une femme table à 4 pattes, une femme chaise cambrée en arrière et une femme étagère qui porte une pile de livres. » Et dans cette scène, l'artiste cherche à créer une œuvre provocante pour faire parler de son œuvre et donc pour vendre, parce qu'aujourd'hui l'art contemporain n'est que spéculation et histoire de pognon. Alors l'artiste défend son œuvre en disant, je cite, « J'accuse la société patriarcale blanche de discriminer, de piller et de réifier les populations noires immigrées. Je me lève pour dire que rien n'a changé, contrairement à ce qu'ose prétendre l'homme blanc, et que les choses doivent encore bouger. » Et là, on va assez loin dans l'ironie parce que l'œuvre est à vendre, donc ce n'est ni plus ni moins que de la vente d'esclaves. Alors après ça, le peintre doit surenchérir dans la provocation et va pousser la foule à faire des saluts haine. Et malheureusement, je ne peux pas vous dire ce qui se passe ensuite parce que ça va vous en dévoiler un peu trop sur l'intrigue. En tout cas, c'est une dénonciation très habile de l'art contemporain, de son hypocrisie et surtout de son incapacité totale à être véritablement subversif. Et ça, c'est non seulement la grande frustration de l'art gauchiste, mais aussi ce qui pourrait provoquer sa chute. Parce que pour être subversif aujourd'hui, pour choquer, pour surprendre, vu à quel point tout a déjà été fait, il faut en quelque sorte revenir à ce contre quoi l'art postmoderne a été mis en place à la base. Alors, sans aller jusqu'à l'allégeance à l'idéologie du petit moustachu, parce que c'est quand même aller un peu loin et que c'est très con, le retour aux valeurs traditionnelles, un certain conservatisme, à des idées que la gauche rejette, c'est peut-être la seule possibilité d'être subversif aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. La subversion n'appartient plus à la gauche, elle est aujourd'hui à droite. Ça, vous l'aviez certainement remarqué, mais ce qu'il y a, c'est que la subversion n'est une valeur que pour la gauche, pour le bobo gauchiste lambda. Pour lui, la subversion est une valeur en elle-même. Mais pour quelqu'un qui a des idées plus conservatrices, plus à droite, on va dire, la subversion est une obligation. C'est-à-dire, pour donner un exemple très concret, dire aujourd'hui qu'il y aurait trop d'étrangers non assimilés en France, c'est quelque chose qui risque de choquer, d'avoir des conséquences, parce que ça va contre le discours dominant. Mais le fait que ça choque, c'est simplement une conséquence, alors que pour le gauchiste, le but premier, c'est de choquer. L'autre grand thème du livre, c'est le nihilisme, qui est de toute façon le seul véritable sujet de notre époque.
il n'y a qu'à voir la manière dont Quentin Rouchet dépeint le monde dans lequel évoluent ses personnages, ça donne pas beaucoup envie d'y vivre. Et le problème, c'est que c'est notre monde à nous, c'est notre époque qu'il dépeint. On suit les personnages dans les bas-fonds, dans la crasse, ou dans des lieux sans âme comme les supermarchés ou les transports en commun. Il y a aussi cette fascination pour la guerre qui, au moment où j'écris cette vidéo d'ailleurs, commence à prendre un aspect assez différent, moins lointain, plus probable, plus inquiétant. Et ce qui est assez dérangeant, et pourtant je suis sûr que c'est un sentiment qui parlera à beaucoup, c'est que malgré l'horreur que représente une guerre, elle représente aussi une percée dans le nihilisme étouffant dans lequel nous vivons. Et pour le personnage, elle devient, sans qu'il ne se l'avoue très clairement, presque quelque chose de souhaitable. Et ça, c'est assez terrifiant. D'autant plus que je sais que certaines personnes qui verront cette vidéo partagent certainement ce sentiment. Et parmi les moyens que le peintre a à sa disposition pour non pas vaincre le nihilisme, mais en tout cas pour le supporter, il y a la mélancolie qui devient une manière de sublimer la tristesse, de faire de ce nihilisme, de la tristesse permanente dans laquelle il vit, quelque chose de beau. Et ça, c'est déjà quelque chose que je fais aussi avec mon format Mots d'un chagrin, et c'est peut-être aussi pour ça que le livre de Rouchet m'a attiré, et que lui-même a d'ailleurs été attiré par mon travail. Mais aussi et surtout, c'est quelque chose qui doit être dépassé. La mélancolie, la tristesse, le nihilisme, ce ne sont pas des choses dans lesquelles il faut se complaire. Ce sont des choses qui doivent être expérimentées, certes, mais ce sont aussi des choses qui doivent être vaincues, qui doivent être transcendées. Et c'est pour ça d'ailleurs que mon format Mots d'un chagrin ne comptera que 10 épisodes. Il y a un moment où il faut que ça s'arrête. Enfin bref, on en arrive au troisième et dernier thème de ce livre, à savoir la beauté, ou plutôt la recherche de la beauté, qui est symbolisée par Carel, qui est apparemment le souvenir d'une fille que le peintre aurait connue plus jeune. Carel, c'est donc la nostalgie de la beauté, son fantasme et son idéalisation. Et là où on pourrait se dire que le peintre est vraiment un personnage à plaindre, finalement on se ravise un peu parce que lui au moins, il a Carel. Il a en lui cet idéal de la beauté, alors que tous les autres, qui vivent pourtant dans le même monde que lui, n'en ont pas. Et le contraste est très fort entre le monde qu'il décrit et son monde intérieur. Parce que non seulement on vit dans un monde où la beauté a tendance à disparaître, mais où pire encore, elle tend à être interdite, puisqu'elle est associée à quelque chose de réactionnaire. Et tout le péril du personnage principal consiste à retrouver cette beauté qui a pourtant purement et simplement quitté ce monde. Et progressivement, son but va justement être de recréer cette beauté, de faire renaître la beauté dans ce monde. Ce qui sera forcément quelque chose d'assez difficile, voire risqué, parce que, je cite, « Ceux qui visent le beau peuvent rater, et c'est pour ça, d'après le peintre, qu'ils sont les seuls véritables artistes. » C'est vrai qu'en voyant les choses comme ça, l'art contemporain a souvent tendance à éviter les prises de risques. Si tout se vaut, il est impossible de faire une mauvaise œuvre, il est impossible d'échouer dans son art. Et ça enlève quand même beaucoup d'intérêt à la chose. Bon, mais au fond, pourquoi j'ai fait cette vidéo, moi? Eh ben, simplement pour poser la question de cet art sale ou décadent, souvent rejeté massivement par les droitards les plus conservateurs. Alors, pour poser la question sans ambiguïté, faut-il abandonner cette esthétique? Et pour répondre avec toujours aussi peu d'ambiguïté, non, il ne faut pas. Tout comme le personnage du peintre dans le livre de Rouchet, il faut l'adopter pour la transcender. Parce que cette esthétique du sale, du violent, du destroy, du punk, est la seule qui soit véritablement à même d'exprimer la réalité du monde postmoderne dont elle provient. Ou pour le dire autrement, pour combattre la décadence, on doit s'exprimer dans le langage de la décadence, comme le fait Quentin Rouchet à travers son œuvre. Parce que c'est une manière de tuer l'art décadent de l'intérieur en y faisant renaître progressivement la beauté et le sens. Alors même si la subversion ne doit pas devenir un but en soi, il ne faut pas non plus s'en priver. Alors je dis pas non plus qu'il faut faire que ça, bien sûr, mais simplement qu'il ne faut pas se fermer de porte. Il ne faut pas non plus oublier que les gauchistes ont la main mise sur l'art et qu'à droite, il faut bien l'avouer, on est clairement à la ramasse en ce moment du point de vue artistique. Donc ce n'est vraiment pas le moment de se fermer des portes ou de se priver de certaines formes, de certaines esthétiques parce qu'elles ne correspondraient pas à un idéal. Ce serait comme interdire certaines couleurs à un peintre. Et qu'on le veuille ou non, l'héritage artistique de la gauche
fait partie de notre patrimoine. Et les artistes ont le droit et même le devoir d'y puiser, non pas pour s'y conforter, mais pour le transcender, le dépasser ou le détruire de l'intérieur. Dans le bouddhisme, le lotus est un symbole de pureté, mais ce qui rend ce symbole vraiment fort, c'est que c'est une fleur qui pousse dans la boue. Elle a donc pu transcender ce qu'il y a de plus sale et de plus bas pour s'élever et devenir quelque chose de beau. Alors voilà, ce sera le mot de la fin. Créez, ne vous mettez pas de limites et transcendez. Enfin voilà, n'hésitez pas à commenter parce que qui sait, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur vous.